Et merci. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Mon nom est Marie-Marthe Roy, retraitée de l'enseignement en langue et littérature au Cégep de Trois-Rivières, tout comme Gérald Godet, conférencier de ce soir. Nous avons eu le plaisir de nous côtoyer comme collègues et amis depuis une vingtaine d'années. Mais j'aurais pu, tout aussi bien que vous, connaître Gérald par ses écrits, que ce soit la fiction de l'âme, le recueil de poèmes, ou encore son essai La passion mélancolique, sous-titré La poésie, notre invention, et il y a bien sûr, bien d'autres écrits que je ne mentionnerai pas ici. Ses nombreuses interventions sur la scène littéraire, entre autres comme directeur de la revue Estuaire, et des belles entrevues réalisées au Festival de la poésie, en font un monument incontournable de notre paysage littéraire. En fait, Gérald a-t-il vraiment besoin de présentation? La lecture a façonné l'enseignant, le créateur, l'animateur culturel et bien sûr le conférencier. Gérald est un lecteur passionné, créatif et foisonnant. Une quête de sens et de beauté qui devient une façon d'appréhender l'humain et son rapport avec le monde, à l'image de l'écriture politique, qu'est-ce que je dis là, poétique, dont il nous entretiendra aujourd'hui. Et je crois que l'écriture poétique est un de ses sujets favoris d'exploration. Je fais mien les mots de Rita Pinchot, une amie commune et ex-collègue de nous, encore elle en fonction, qui a bien saisi la démarche de Gérald. Sa lecture du monde ouvre à des espaces inédits, j'allais dire interstellaires, invite l'âme à des résonances profondes. Il fréquente la beauté, l'intime, le sublime. Il nous défile, retisse les motifs pour que le vivant construise du vivant, que le rêve construise du réel et que l'être se réinvente des terres habitables, au-dedans comme au-dehors. Et je citais ici, bien sûr, Madame Pinchot. J'aurais bien aimé même avoir écrit ça, mais c'est pas le cas. Voilà pour la lecture créatrice de Gérald. Permettez-moi maintenant d'en souligner le foisonnement. Gérald se meut dans le monde des idées, comme dans une grande ville, dont les rues, les avenues et les ruelles sont des littéraires, des philosophes, des scientifiques, bref, des auteurs et des penseurs aux préoccupations et aux intérêts diversifiés, d'époques et d'origines différentes. Alors la cité de Gérald est très accueillante, mais dont il perçoit souvent des tangentes communes et ressemblances discrètes. Gérald revisite souvent ses auteurs forts, les acteurs principaux auxquels il est fidèle, mais il n'hésite pas à s'engager vers des voies et voies nouvelles, voies V-O-I-E-S et voies V-O-I-X, voies qu'il se fait se croiser, s'entrelacer, se rencontrer dans des espaces inédits, pour reprendre l'expression de Rita Pinchot. La conférence de ce soir témoignera de cette lecture riche et polyphonique. En cette journée internationale de la poésie, Gérald, en guise de célébration, nous invite à penser avec le poème. Bien sûr, le Cercle Est-Ouest de m'inviter une fois de plus à prononcer une conférence devant vous. Quand on accepte comme ça de donner une conférence, c'est toujours une angoisse jusqu'à un certain point, mais comme je dis, ça devient une obsession heureuse. Parce que quand on aime créer, quand on aime penser, quand on est continuellement en train de lire, évidemment, il y a des idées qui se forment, il y a des intuitions qui se placent, et la conférence que l'on prépare pour des gens qui vont accueillir tout ça, ben, c'est comme une occasion justement de mettre en ordre ces idées et de faire une synthèse
Et dans le fond, c'est une synthèse qui vaut à la fois pour soi et pour les autres. Et c'est une façon de nous élever ensemble dans la connaissance et je suis content d'y participer. Alors, ça va un peu dans le sens de la conférence de ce soir. Alors, merci beaucoup, au cercle, donc, de m'inviter. Je veux remercier, bien entendu, aussi Marie-Marthe, ma collègue, mon amie, d'avoir eu ces mots pour moi, qui décrit de façon très belle, mais un peu gênante, mon parcours, mon état d'esprit. Je remercie, bien sûr, je la remercie d'avoir intégré aussi la lecture si fine de Rita Pinchot. Ce sont deux amis qui me connaissent, qui me voient penser, qui me voient lire, qui me voient dans toutes sortes de préoccupations et qui ont su, et on dit dans leurs mots, elles connaissent les mots, elles ont su dire dans leurs mots, évidemment, ce qui semblait se dégager. J'en suis flatté, évidemment. J'aimerais être à la hauteur de ce qu'elles ont perçu. Alors, pensez avec le poème. Non pas contre le poème et la poésie à la façon de Kundera ou à la façon du philosophe rationaliste ou de certains scientifiques, mais avec le poème et comme le poème. Kundera, en s'attaquant à un certain type de poésie et à une certaine attitude, montre qu'il n'a pas bien lu les poètes, et Rimbaud en particulier, puisque pour lui, le poète, c'est celui qui s'enthousiasme trop facilement devant les choses et les êtres et qui, par conséquent, a une vision idyllique de la vie qui l'empêche de la regarder en face. Les poètes d'aujourd'hui, au contraire, n'oublient pas que le monde existe. Ils le dévisagent, même en notant, comme Louise Dupré, Élise Turcotte ou Michel Julien, que ce monde est un monde étrange où naître. Le poète de notre temps est inquiet. Les petits et grands événements qui surgissent sur la scène du monde retentissent dans sa conscience et ne lui offrent rien de rassurant. Et comment en douter quand, avec Étienne Beaulieu, on lit ces mots de René Char: « De quoi souffres-tu? De l'irréel intact dans le réel dévasté, de leur détour aventuré, cerclé d'appel et de sang, de ce qui fut choisi et ne fut pas touché. » En 2015, deux titres m'ont paru extrêmement révélateurs. Le jour de ma naissance, de Carole David, et puis « Et me voici soudain en train de refaire le monde » de Nicole Brossard. Deux, évidemment, lectures du monde, me voici en train de le refaire, et me voici en train de disparaître avec lui. The time is out of joint. Excusez mon anglais, Judith et Robert, mais en tout cas, il est probablement correct. The time is out of joint. Si fallait que je me trompe là-dedans, ça serait bien terrible. The time is out of joint, disait Hamlet dans les mots de Shakespeare. Le moi est désaxé, dit Carole David. Nicole Brossard, elle, m'avait confié un jour dans un entretien: il faut protéger les circuits du cœur et de l'intelligence qui nourrissent la folie du non-réel en nous. La littérature en dépend autant que le plaisir d'exister. C'est là que je me suis dit que l'enthousiasme, tout comme ces exercices d'admiration que je vous présente depuis quelque temps, peuvent avoir quelque chose de politique. Il y aurait là, pour moi et pour tous ceux et toutes celles qui sont encore capables d'admirer et de s'émerveiller, un pas de côté, une attitude de résistance face à toute l'ambiance du moment qui nous incite à la plus grande désespérance. Car pour le poète de ce temps, le poème reste le meilleur moyen pour le traverser ce monde. Le poème peut, selon les mots de Paul Bélanger, pensant la poésie de Rosalie Lessard, tendre une main au-dessus de l'abîme. Le poème dit la vie affrontée selon la poète, qui ne peut cependant oublier que la poésie prend soin. Les poètes de ce monde montent la garde du monde, disait Garçon-Miron. Il est maintenant temps de vous proposer quelques définitions du poème qui vont m'aider à vous parler un peu de Marguerite Duras et de Victor Livre-Beaulieu, qui me semble penser, écrire et vivre comme le poème, comme le poète. D'abord, une définition de Pierre Jean-Jot qui disait « Le poème, c'est une âme inaugurant une forme ». Il en parlait pour le poème, mais dans le fond, on pourrait bien dire qu'il en parlait aussi pour tous les arts. Parce que, bien sûr, on peut très bien dire que
Un peintre, ce qu'il fait sur sa toile, c'est beaucoup plus que des coups de pinceau, c'est beaucoup plus que des couleurs qui se juxtaposent. Le poète donne naissance à ses couleurs, donne naissance à ses jets, à ses mouvements, à ses lignes, et lui donne dans le fond une âme. C'est la même chose pour la danse. Le danseur fait beaucoup plus que faire quelques mouvements avec son corps. Alors, les pas qu'il fait, dans le fond, sont des pas à l'intérieur duquel il exprime une mélancolie, un chagrin, une ferveur, une fébrilité, etc. Donc, il donne de l'âme à des pas qui pourraient être tout simplement des pas. Et c'est la même chose pour le poète, bien entendu. Ce qu'il fait, c'est que les mots qu'il assemble, ce sont beaucoup plus que des mots juxtaposés. À l'intérieur de ces mots-là, à l'intérieur de cet assemblage-là, il fait naître, justement. Alors c'est l'âme fait naître, l'âme inaugurant une forme. Alors la forme, c'est les mots, c'est les pas, c'est les lignes, c'est les traits. L'âme, eh bien, c'est dans l'esprit de François Chêne. Je ne sais pas si vous connaissez François Chêne, mais François Chêne disait dernièrement, l'esprit résonne, l'âme résonne. Ça va me servir tout au long de ma réflexion de ce soir. Deuxième définition, donc après la première définition, vision très humaniste, bien entendu, je le reste, et ça rejoint Hegel, puisqu'on est chez les philosophes qui disaient que la matière, c'est la matière faite homme. Mais j'ajouterais à tout cela une autre définition. Une définition, cette fois, de Paul Valéry, qui disait que le poème, c'est le développement d'une exclamation. L'événement, l'exclamation. Alors, c'est qu'il arrive des fois des événements, des idées, des impressions, des sensations, quelque chose qui nous arrive. C'est un chagrin, c'est une idée, c'est quelque chose, en tout cas, qu'on n'avait pas vu venir. On peut en rester là et dire c'est beau, c'est épouvantable, c'est effrayant, c'est horrible. On peut rester pris dans cette stupeur, dans cette impression de beauté, ou en se disant, par exemple, autour d'une table avec des amis, qu'on est bien et en rester là. On peut faire ça. On peut être dans ce bien-être-là et se contenter de ça. Mais on peut aussi, comme le poète, tenter de saisir le sens de ce moment ou de cette exclamation. Et on peut vouloir l'écrire. C'est alors que l'on va de métaphore en métaphore, de comparaison en comparaison, en fait d'hypothèse en hypothèse. Valéry avait bien dit que le poème, c'est le développement d'une exclamation. Donc, c'est plus que l'exclamation, c'est un développement qui se raconte, qui se déploie, qui s'ouvre. Cette manière, bien sûr, cette manière de faire se rapproche de la musique, on le sait. On va de la répétition du même thème à une série de variations autour de ce thème. Cela rappelle la chanson avec ses refrains et ses couplets. On est entraîné dans un mouvement d'aller-retour qui tente de se rapprocher d'une résolution. Il y a quelque chose d'obsessif dans cet élan qui entraîne toujours un peu plus loin jusqu'à une espèce d'explosion. On peut penser bien sûr au Boléro de la Ravel, qui, dans mon esprit, est l'une des meilleures illustrations de ce phénomène. Mais on pourrait penser bien sûr à d'autres musiques. On pourrait déduire de ces deux définitions que l'être humain est comme la nature, comme le cosmos, tout entier, forme et mise en forme, jeu et mouvement, reconnaissance et transformation, et qu'il serait beaucoup plus essentiellement dans une forme en mouvement qu'en dans une forme achevée. C'est que s'il est emporté par un idéal qui le dépasse et l'emporte, il est beaucoup plus un être en marche qu'un être arrivé à bon port. En ce sens, il est bien un animal de résonance, selon une belle formule du géographe Luc Bureau. L'esprit résonne, l'âme résonne, disait pour sa part François Chêne. Alors, pensant à Luc Bureau, j'ai aussi cette belle pensée, je le lis. Parce qu'il vit, on doit, pense et désire, construit des villes et des tombeaux, tue les rats et cultive les haricots, est esclave et se libère, l'homme est en état de résonance avec le monde concret comme le monde le plus abstrait.
c'est tout son être, et non seulement son larynx ou ses oreilles, qui est une membrane vibrante. Et ce ne sont pas que les seules vibrations sonores qui sont en cause, mais virtuellement la totalité des phénomènes qui relient le corps, l'esprit, les lieux, le temps et les dieux. Et là, il dit cette chose absolument fabuleuse. La résonance est la méthode générale du monde. Je répète le mot. La résonance est la méthode générale du monde. Une forme, une résonance, une forme qui résonne, retentit, se transforme, obsède et questionne. Voilà ce qu'est le poème. Pensez comme le poème avec Marguerite Duras. Oui. Non, c'est trop vite. Il faut reculer. Avant ça. Mais on n'avance pas, on avance et on ne recule pas. Avant ça. Oui, avant ça. Voilà. OK. Je pense que, bien entendu, je vais réfléchir à partir des premiers moments de l'amant de Marguerite Duras. On se rappelle l'ouverture du roman, il y a l'histoire d'un regard. MD, parce que autant je vais parler de Marguerite Duras en disant MD, comme je vais parler de Victor Lévy-Beaulieu en parlant de VLB, ça ramasse les mots, c'est Victor Lévy-Beaulieu, c'est toujours un peu long, comme je vais dire son nom assez souvent. On se rappelle donc l'ouverture du roman. MD nous raconte ce moment où un étranger s'était un jour présenté à elle dans un hall d'entrée. Il lui a dit, vous vous rappelez, et vous le voyez en haut, je vous connais depuis toujours. Oui, je vous connais depuis toujours. Tout le monde dit que vous étiez belle lorsque vous étiez jeune. Je suis venu pour vous dire que pour moi, je vous trouve plus belle maintenant que lorsque vous étiez jeune. J'aimais moins votre visage de jeune femme que celui que vous avez maintenant dévasté. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui aimeraient ça se faire dire ça quand vous savez dévasté. Mais voyez-vous ce que Marguerite Duras dit en plus, mais là, elle dit que c'est une image. Alors, un peu plus loin dans le texte, elle apportera des variantes en parlant, entre autres, d'un visage détruit, visage dévasté. Quand on parle avec ces adjectifs-là, ces qualificatifs-là, bien entendu, on pense à un territoire. On pense à un territoire dévasté, on pense à un territoire détruit, comme s'il y avait une guerre, comme si on était en état de guerre, et c'est comme s'il y avait une violence. Et évidemment, quand on lit le roman, on sait qu'il y a un peu de ça. Alors, le visage de Marguerite Duras, c'est un territoire marqué par l'histoire, par la guerre. Après les mots prononcés par l'étranger, vous vous souvenez, Marguerite Duras écrira changer de page. OK. Je pense souvent à cette image que je suis seul à voir encore et dont je n'ai jamais parlé. Elle est toujours là, dans le même silence émerveillant. C'est entre toutes celle qui me plaît de moi-même, celle où je me reconnais, où je m'enchante. Alors, c'est évidemment très beau, toujours très beau, c'est du Duras. Voilà une image qui, dans le fond, aussi étrange et étrangère qu'elle puisse paraître, invite et invente. Elle enchante parce qu'il y a une reconnaissance. Et MD le dit bien, c'est une image à laquelle elle pense, une image qui la fait penser. La question que l'on se pose alors, c'est comment pense-t-elle? Comment s'y prend-elle pour penser cette photo qui n'a jamais été prise et qui paraît d'autant énigmatique qu'elle existe en plein silence? Penser, ce serait pour MD, lever le voile sur ce silence et cette dévastation, se tenir au plus près de ce silence pour tenter d'en approcher le secret et raconter cette démarche. Comment s'y prend-elle? En rappelant les différentes hypothèses qui ont pu circuler sur ce visage prématurément vieilli. MD a parlé d'un visage qui, à 18 ans, est parti dans une direction imprévue. Elle dit encore, à 18 ans, j'ai vieilli, je ne sais pas si c'est tout le monde, je n'ai jamais demandé, il me semble qu'on m'a parlé de cette poussée du temps qui vous frappe quelquefois, alors qu'on traverse les âges les plus jeunes, les plus célébrés de la vie, ce vieillissement a été brutal.
MD dit encore, il ne s'est pas affaissé comme certains visages à traits fins, il a gardé les mêmes contours, mais sa matière est détruite, j'ai un visage détruit. MD évoque d'abord quelques hypothèses venues de l'extérieur. On lit par exemple, on m'a souvent dit que c'était le soleil. Je veux vous faire remarquer qu'effectivement, c'est de l'extérieur que viennent d'abord les premières hypothèses de lecture. On m'a souvent dit que c'était le soleil trop fort pendant toute l'enfance, mais je ne l'ai pas cru. On m'a dit aussi que c'était la réflexion dans laquelle la misère plongeait les enfants. Mais non, ce n'est pas ça. Non, il est arrivé quelque chose lorsque j'ai eu 18 ans qui a fait que ce visage a eu lieu. MD nous dit d'abord que ce visage est un visage marqué par la peur. Quand elle fait sa propre réflexion, quand le regard, plutôt que d'être le regard qui vient de l'extérieur et des camps dira-t-on, elle donne son propre regard et elle insiste d'abord sur l'idée de la peur. Alors, peur de l'autre, le grand frère, celui qui était l'objet d'amour de sa mère et qui semait la terreur dans la famille, peur de soi, peur de son propre désir qui pourrait l'inciter à le tuer, ce grand frère, pour punir sa mère en même temps, peur de Dieu aussi, parce qu'elle se sent coupable peut-être d'avoir ce désir, en tout cas d'avoir les fantasmes qu'elle a. Le grand frère devient le représentant de ce climat de terreur. MD écrit que devant le petit frère, plus vulnérable, il est ce voile noir sur le jour. Cette loi est dictée par lui, un être humain, et qui était une loi animale, et qui à chaque instant de chaque jour de la vie de ce petit frère faisait la peur dans cette vie, peur qui une fois a atteint son cœur et l'a fait mourir. MD nous dit aussi que ce visage était celui de la jouissance, alors qu'elle ne connaissait pas encore la jouissance. Elle écrit « J'avais en moi la place du désir ». Elle dit que cela devait se voir, que tout a commencé de cette façon pour elle, par ce visage voyant, exténué, ses yeux cernés en avant sur le temps des faits. Vous voyez, le corps savait du désir, quelque chose que la conscience n'avait pas encore assimilé, ne pouvait pas encore nommer. Des images viennent se superposer, des images imbriquées les unes dans les autres, associées les unes aux autres. À celle de ce grand frère imposant sa loi dans la maison, MD associe celle de la traversée du Mekong sur un bac avec la peur déjà, peur que les câbles cèdent, puis celle de la terrible aventure de la concession. On lit donc le visage de MD comme les pages d'un livre. Et comme MD le dit elle-même de l'écriture, ce visage est une inconvenance radicale. Je ferai un pas de plus en disant que la lecture qui y est faite, c'est une lecture en palimpseste. Sur les tracés du visage détruit, se donne à lire, un peu comme les anciens Grecs, quand dans la tragédie, par exemple, ils s'opposaient, par exemple, l'Édipe qui se dit « qu'est-ce qui est arrivé? Quel est cet événement? Qu'est-ce qui cause la peste? » Eh bien, évidemment, on ferme toute une enquête pour savoir quelle est la cause et l'origine de ça. Mais c'est un peu la même chose pour Marguerite Duras, un peu comme chez les anciens Grecs, mais un peu comme chez le poète aussi. Elle se dit quelle est la cause et l'origine de ce visage-là. C'est une stupeur de voir qu'on lui reconnaissait un visage dévasté, mais alors elle fonctionne comme une poète, dans le fond, comme un poète. Maintenant, je vais passer à Victor Hugo-Beaulieu. Dans son roman « L'héritage », Victor Hugo-Beaulieu nous montre comment le poème peut être un accompagnement pour tout lecteur écrivain, pour le personnage de Philippe Couture en particulier, personnage double s'il en est, partagé qu'il est entre l'homme d'affaires qu'il est le jour et le poète qu'il tente de devenir la nuit. La nuit, on l'aura compris, il tente de faire réapparaître l'homme qu'il a cessé d'être le jour. Et cet homme, c'est l'homme tenté comme lecteur à la fois par l'écriture et par la poésie. Le monde en soi et hors de soi demeure chez VLB une énigme qu'il cherche à déchiffrer comme s'il s'agissait d'un texte, et ce monde s'imagine comme profondeur et comme immensité. Voilà pourquoi on peut reconnaître dans cette scène où Philippe Couture tente d'écrire sur le fleuve sans y arriver de façon satisfaisante pour lui, avant de se pencher sur un livre de Paul-Marie Lapointe, nommé de façon si significative « Écriture », livre qu'il tente de lire mais sans y parvenir une fois de plus, une mythologie à l'œuvre dans toute l'expérience beaulieusienne. En fait, nous le savons, lire, vivre, écrire sont une seule et même expérience chez VLB. Je me permettrai un petit détour en pensant à ce que dit Victor Hugo-Beaulieu de sa rencontre avec une phrase qu'il a lue chez Victor Hugo.
Phrase qui pour lui est à la fois une nourriture et une exigence. C'est que cette phrase lui ouvre une voie, soutient-il, et lui indique une route à suivre. Il l'avait dit, je l'ai souvent répété, cette phrase, elle est belle, puisque j'avais décidé d'être, je n'allais pas le devenir à moitié. Victor Lévy-Beaulieu avait écrit au sujet de cette phrase de Victor Hugo, « Je crois bien que ce qui m'avait frappé en elle, c'était cette impression qu'elle donnait d'être un fleuve charriant les plus grandes promesses de vie. » Retenons cette image du fleuve charriant les plus grandes promesses de vie. Ce fleuve, c'est la forme même que prend chez Victor Lévy-Beaulieu la poésie. Le fleuve est une poésie, le fleuve est le poème, et le fleuve, c'est l'énigme qui bon, alors c'est charriant les plus grandes promesses de vie. Évidemment, Beaulieu, en disant tout cela, nous montre son grand lyrisme, son élan lyrique. Cette phrase, je la rappelle. Alors on peut là, est-ce qu'elle est là? Oui, elle est là. Elle est belle, elle est magnifique, c'est une vraie splendeur. Je ne pouvais pas faire autrement que de vous la soumettre. Alors je l'ai écrite quand même, je l'ai écrite là, parce qu'elle est quand même, bon, elle est assez longue, mais elle est très belle. Il y a certes des hommes-océans. Voyez-vous cette rencontre, homme-océan. L'homme est un océan, l'océan peut être un homme. Il y a certes des hommes-océans. Ces ondes, ce flux et ce reflux, ce va-et-vient terrible, ce bruit de tous les souffles, ces noirceurs et ces transparences, ces végétations propres aux gouffres, cette démagogie des nuées en plein ouragan, ces aigles dans l'écume, ces merveilleux levers d'astres répercutés dans on ne sait quel mystérieux tumulte par des millions de cimes lumineuses, puis ces grâces, ces douceurs, ces fêtes, ces gaies voiles blanches, ces bateaux de pêche, ces chants dans le fracas, ces portes splendides, ces fumées de la terre, ces villes de l'horizon, ce bleu profond de l'eau et du ciel, cette âcreté utile, cette amertume qui fait l'assainissement de l'univers, cet âpre seul sans lequel tout pourrirait, ses colères et ses apaisements. Ce tout dans un, cet inattendu, on est rendu là, ok. Cet inattendu dans l'immuable, ce vaste prodige de la monotonie inépuisablement variée, ce niveau après ce bouleversement, ces enfers et ces paradis, de l'immensité éternellement émue. C'est insondable, tout cela peut être dans un esprit, et alors cet esprit s'appelle génie, et vous avez Eschyle, vous avez Isaïe, vous avez Juvénal, vous avez Dante, vous avez Michel-Ange, vous avez Shakespeare, et c'est la même chose de regarder Cézanne ou de regarder l'océan. C'est une splendeur. Mon côté lyrique prend le dessus, mais je trouve que cette phrase-là, elle est une splendeur et je ne me lasse pas de la retrouver quand je potasse un peu dans l'univers de Victor Hugo. Retenons donc, en plus de cette métaphore de la poésie comme un océan charriant les plus grandes promesses de vie, cette autre métaphore qui fait de l'âme les plus grands génies un océan justement semblable au grand tout, à l'univers en fait, porteur de tous les élans, porteur d'immensité, de profondeur et d'horizon, porteur des fracas et des cimes, portant à la limite toute contradiction. Dans la scène sur laquelle je veux me pencher comme lecteur, ce qui vient à Philippe Couture après avoir été retenu par l'homme d'affaires en lui, c'est, nous dit le narrateur, une flopée de mots. Il écrit une flopée de mots. Vous savez, quand on était plus jeune, on disait des fions, on fait des fions. Il y en a qui font des fions au bout des mots, alors ils font des ronds, mais ces fions-là, c'est comme des flopées de mots, c'est comme des boucles, effectivement, et c'est l'image qui renvoie Victor Lévy à la vague, évidemment, et à cet océan, à cette eau dont il parlait tantôt. Il écrit, s'agite, alors il n'écrit pas le dactylo, là, évidemment, c'est la main, le personnage fait ça à la main. Il écrit, s'agite, nous dit le narrateur, une flopée de mots. Il écrit, s'agite, et ce qui vient se dessine sur la page, à la fin de chacun des mots, ce sont des boucles, comme si c'était la finalité même du tracé. Et c'est là qu'on retrouve une manière toute beaulieusienne d'agir et de penser. Ces boucles, en effet, rappellent à la mémoire du lecteur-écrivain fictif de VLB la perfection des manuscrits arabes
perfection qu'il tente de reproduire dans son propre geste d'écrire. Pour Philippe Couture, comme pour tous les personnages de l'héritage, pour tous les personnages de VLB en fait, il importe d'établir ses propres rituels à partir de souvenirs fortement imprégnés de la mémoire familiale. Ces rites appellent bien sûr des manières de faire, mais aussi des manières d'être et de penser. Ainsi, à partir de ce qui vient avec les enluminures des manuscrits arabes, on peut repérer une certaine modalité. Une forme vue semble imposer sa manière, dicter sa loi et exiger une forme à rendre visible avec ses moyens propres. Nous reconnaissons sans peine cette exigence de perfection si souvent rencontrée chez VLB à travers ses rêves d'achèvement, de totalité, d'immensité. Derrière l'exigence de la forme, il y a bien celle d'un esprit, ou encore mieux d'une âme, si l'on tient compte des distinctions récentes suggérées par le poète et philosophe François Schenck. D'ailleurs, c'est lui, François Schenck, qui dira « Chaque expérience de beauté rappelle un paradis perdu et appelle un paradis promis. » La perfection perçue dans les enluminures ou dans les vagues bien ancrée dans la page rend nécessaire, urgente, pourrait-on préciser, l'imitation, c'est-à-dire ce jeu, oui, c'est bien un jeu de correspondance, de miroitement, d'interconnexion, ce jeu donc qui relie une perfection aperçue en une perfection, et une perfection rendue dans la forme et rêvée dans l'existence, et que le mouvement de va-et-vient des vagues reproduit indéfiniment. Mouvement et forme qui incarne la poésie dans l'imaginaire beauliosien. La poésie est un fleuve, je le rappelle, sur les LB. On peut lire de Philippe Couture, il ne peut plus concevoir l'écriture autrement que comme des boucles luxuriantes se répondant à elles-mêmes. Ces boucles deviendront ailleurs des spirales fiévreuses. Après l'exigence de perfection arrive cependant la déception. La perfection de la forme n'a pu coïncider avec la perception de l'être et des qualités et dimensions qui lui sont associées. Car la question fondamentale, celle qui est à l'origine de toutes les autres, qui porte tout le projet d'écriture et d'existence beaulieusien, elle ne peut que lui revenir brûlante, impérieuse, sur le devant de la conscience et lui rappeler son manque à être. Cette question, elle est belle, bellement formulée. Cette vie pourtant qui est ailleurs, comment la rejoindre pour être vraiment au monde? Ce que Philippe Couture n'a pu atteindre, et par l'écriture, il va le tenter par la lecture. En lui-même, d'un livre en lui-même emblématique, livre de Paul-Marie Lapointe, Écriture. Et le lecteur-écrivain fictif notera d'abord ce qu'il entend et lit dans le mot écriture. Il lit le cri et le rythme. Écriture, le cri et le rythme. Dans l'écriture, il y a le cri et le rythme. Alors il va dire cette phrase absolument magnifique, absolument capitale. Il dit, le cri et le rythme, ces deux obsessions grâce auxquelles se fonde la véritable poésie. Et vous, le cri et le rythme, c'est deux obsessions. Ce n'est pas des choses faites, mais ça devient des obsessions. Donc il faut aller vers le rythme, il faut aller vers le cri, mais on est toujours en marche, c'est une obsession, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire autrement, qu'on ne peut pas perdre de vue. Alors, quand on entend le cri et le rythme, on comprend qu'il y a la déchirure, l'accident, la continuité, la répétition. Le temps de l'histoire, celui du mythe. Le temps de la critique et de l'ironie, celui de l'élan lyrique. C'est dire que dans cette identification des deux parts fondatrices de toute poésie, il y a une obsession. Cela qui ne peut se perdre de vue. Il y a un dialogue entre l'oralité et l'écriture, entre la voix et le texte, entre le chant et le cri, entre le rêve et l'existence. C'est bien l'attitude de poète que celui de reconnaître la matérialité des mots et de repérer ce qui se donne à entendre et à penser à l'intérieur des mots. De l'écriture, le poète, en Philippe Couture, fait naître le cri et le rythme, tout comme Baudelaire a pu faire naître les fleurs du mal et Gatien Lapointe, les mots de l'émotion. Cet acte de lecture et de reconnaissance est en lui-même un acte de fondation qui rejoint en fait les motivations profondes de toute l'entreprise existentielle et littéraire et même politique de Victor-Louis Beaulieu. La lecture est comme toujours chez l'auteur, retentissement et recherche de coïncidence, elle est mise en marge d'une série de correspondants. Si elle est un projet qui se met en scène, elle a la valeur d'un transfert en acte, d'un déplacement de sens. Philippe Couture
recharge le mot écriture, il le remet au monde, le relance. Le poème est une âme inaugurant une forme. J'en arrive à la conclusion. Je passe un petit bout. Il y aurait une disposition chez l'être humain, une pulsion peut-être. Freud parlait d'une pulsion épistémophilique. Il pensait à Léonard de Vinci. Il y aurait une pulsion qui le pousserait non seulement à vouloir comprendre ce qui se présente à lui, mais aussi à vouloir comprendre avec les autres et pour les autres. Et parce qu'on n'a pas le savoir absolu total, qu'on n'a pas cette science de Dieu qui comprend sans effort le langage des fleurs et des choses muettes, comme le dirait Baudelaire, nous sommes, nous, vivants, vibrants, lecteurs, penseurs, créateurs, à la recherche d'une forme, c'est-à-dire d'une phrase, d'une page, d'une scène, d'un poème, qui sont autant d'occasions pour nous, comme le personnage de VLB, de nous remettre en contact avec l'énigme du grand tout. Ce sont des moments de synthèse ou de l'intelligence, de l'émotion, de la pensée et de la ferveur de vivre et de dire se ramasse de façon plus juste que toutes les autres fois. Ces moments de lecture nous font penser parce qu'ils nous parlent, plus cette fois-là, parce que nous sommes en résonance avec eux pour de la pensée un peu plus cette fois-là. Au c'est beau, on ajoute c'est ça, exactement comme ça que je sens et comprends les choses, avant de dire ce n'est pas tout à fait ça, il faut continuer à lire, à regarder, sentir, penser, vibrer. Bachelard disait précisément que l'être humain doit pouvoir suivre dans son plein essor le fantôme réel de sa nature imaginaire qui, s'il dominait sa vie, lui rendrait la vérité de son être, l'énergie de son dynamisme propre. La poésie, dit encore le philosophe, doit nous permettre précisément de prendre goût à notre destin intime. Lecteurs et écrivains peuvent être des compagnons dans leur approche du monde. Ils peuvent même rejoindre le scientifique quand il cherche à percer le mystère du monde. Joël de Rosnay, sur lequel je reviendrai plus tard, si j'en aurai peut-être pas le temps, mais Joël de Rosnay, en s'émerveillant devant la nature qui formerait un grand ensemble harmonieux, écrivait en effet dans son livre « Je cherche à comprendre les codes cachés de la nature ». Je cherche à comprendre. C'est une phrase que Jacques Monod aurait écrite à la fin, dans les derniers moments de sa vie. Je cherche à comprendre. Lui a ajouté les codes cachés. Alors, ce qu'il cherche à comprendre, Joël de Rosnay, c'est cette énigme qui fait que la nature est si harmonieuse, si bien organisée, il y a un rythme si régulier. Alors, et le sous-titre, c'est les codes cachés de la nature. Alors, évidemment, certains vont dire que les codes cachés ont leur clé avec Dieu, mais lui, comme scientifique, il ne peut pas aller jusque-là. Mais il fait appel au poème. Regardez ce qu'il dit, c'est une phrase qui ne pouvait pas faire vraiment que de me plaire, compte tenu de tout ce que je viens de vous dire du poème. Il dit « La nature prend un élément et le transpose comme si elle agissait. » Voyez-vous, dans les ressemblances qu'il y a dans la nature, il dit ça, la nature prend un élément et le transpose comme si elle agissait. Alors c'est un peu comme si le poète lui disait, vous êtes un paysage choisi, vous êtes à l'image de ma douleur, vous êtes à l'image de ma mélancolie. Alors là, la nature, c'est la nature qui fait ça. Alors je vais vous surprendre, la nature est un poète, il lui donne à lire un poème. Le poème aussi est un accompagnement. En ce sens, le poème peut jouer un rôle considérable, il est un accompagnement. Le scientifique, le philosophe, pour ne nommer que ceux-là, même s'ils sont parfois un peu en guerre avec lui, même s'ils s'en méfient, peuvent devenir des compagnons chercheurs selon une belle expression de Paul Chamberlain. Ce qui élève l'esprit rapproche les hommes, écrit Joël de Rosnay, qui optimiste croit qu'avec les savoirs qui circulent plus facilement avec Internet notamment, nous nous dirigeons vers des sociétés de la connaissance. La potentialité de vision positive du monde, nous dit-il en effet, est un parti pris, une incitation à agir, alors que le pessimisme et le scepticisme sont paralysants pour l'action. En parlant du poème comme accompagnement, je pense d'abord à l'étymologie du mot et aux mots qui lui sont dérivés, des mots comme compagnon ou compagnonnage. Le mot compagnon renvoie d'abord à celui qui vit actuellement avec quelqu'un. Mais à partir des sources, il renvoie aussi
à un ouvrier qui a terminé son apprentissage. Mais à partir de ces sources latines, cum et panis, avec le pain, compagnon, ça renvoie à celui qui coupe le pain avec, celui qui prend le pain avec. Alors, on est à table avec un poète, avec un poème, on est à table, on partage un repas, on partage un festin, on partage le pain. Cum panis, compagnon. Alors, le compagnon, c'est le compagnon. Au Moyen-Âge, l'accompagnement était par ailleurs un contrat de partage entre deux seigneurs d'inégale puissance. En parlant du poème comme accompagnement, je pense bien sûr également au père de mes admirations, Saint-Denis Garneau, à son poème qui s'appelle « Accompagnement » justement. Après avoir dit « Je marche à côté d'une joie qui n'est pas à moi, d'une joie à moi que je ne puis pas prendre », alors on va le voir, il dit ceci. Oui, il va dire ceci. Oui, ok. Il va dire, je fais comme une petite réflexion, donc après avoir affirmé chez lui une profonde division intérieure, je marche à côté d'une joie qui n'est pas à moi, d'une joie à moi que je ne peux pas prendre, c'est l'affirmation d'une division intérieure, qui est en fait notre condition d'être humain. Beaucoup l'ont souligné, nous sommes des êtres séparés. Il soutient ces mots qui me semblent absolument fabuleux, ces mots que j'ai reproduits ici. Il dit, je ne puis pas mettre mes pieds dans ces pas-là et dire, voilà, c'est moi. Je me contente pour le moment de cette compagnie, mais je machine en secret des échanges, par toutes sortes d'opérations, des alchimies, par des transfusions de sang, des déménagements d'atomes, par des jeux d'équilibre, afin qu'un jour, transposé, je sois porté par la danse de ces pas de joie, avec le bruit décroissant de mon pas à côté de moi. C'est absolument fabuleux parce que on peut bien dire que l'être est divisé, on peut bien dire qu'on est un chaos, on peut bien dire qu'on est désaxé, on peut bien dire que la conscience et que le temps est sorti de ses gonds, on peut dire qu'on est un autre, mais regardez ce que lui dit. On peut bien dire qu'on n'est pas ce qu'on voudrait être, mais regardez ce qu'il dit quand on est avec cette part de l'humain qui est plus que nous. Alors, s'il est fondamentalement divisé, si son moi est même désaxé selon un mot de Carole David, en cette époque qui semble être sortie de ses gonds, le lecteur ferait comme Garneau. Avec le poème, avec toute lecture significative, il machinerait en fait en secret des transpositions, des déménagements, des transfusions, des jeux d'équilibre. Le poème de Garneau se réfère à l'organique, aux machines, aux transformations chimiques et à la physique en parlant d'atomes. Il y a même quelque chose de militaire, il y a quelque chose de l'ordre de l'insurrection ici. Il est un combat, il est politique. Le poème est donneur de vie, de santé, d'énergie. Ceux qui sont en dialyse le savent bien. Il envisage le jeu libre et harmonieux des formes, selon le mot de Kant, que Garneau imagine ultimement comme une danse des pas de joie. Est-ce que j'ai le temps de parler de Kant? Oui. Oui. Alors, un mot sur Kant. Alors, évidemment, quand j'ai repéré ça à travers des lectures, cette réflexion de Kant sur l'art, évidemment, j'étais bien conscient que je me lançais sur un terrain glissant parce que je ne suis pas un philosophe, je ne suis pas un spécialiste, je n'ai pas les lectures que beaucoup d'autres ont fait. Mais quand même, j'ai trouvé beaucoup de... Ben là, je viens de faire une faute de français qui m'énerve. Une lecture que je n'ai pas faite. Je n'ai pas fait toutes les lectures, alors la lecture que je n'ai pas faite, ça m'énerve de l'avoir dit. Ça m'énerve de l'entendre chez les autres, ça m'énerve de l'entendre chez moi, des fois. Alors, je n'ai pas fait, évidemment, ces lectures-là, mais il y a quelque chose de beau chez Kant, avec cette expression, le jeu harmonieux et libre des facultés humaines. Kant, homme de raison, penseur du conflit des facultés, dans la dernière partie de la critique, a fait une découverte qui ne peut que nous concerner au plus haut point. Cet ennemi de la spontanéité, selon les mots du philosophe Charles Pépin, avait toujours été soucieux d'examiner le conflit des facultés, à travers lequel l'homme, dans son esprit, prenait la mesure de sa grandeur. C'est bien le même homme, l'homme du système philosophique, le philosophe des Lumières par excellence, qui reconnaît qu'il y a un moment où cesse ce conflit,
Ce moment, ce serait quand nous éprouvons le sentiment du beau. Conversion, reconnaissance, qui ressemble à celle de Freud ou de Bachelard, qui dit un courage et une honnêteté, reconnaissance de ce qui défie la raison et vient du corps, des sens, de l'expérience sensible, ne se posait plus devant le monde en conquérant, mais en admettant la force de la rencontre, du contact, de l'impression qui échappe à la raison. Il reconnaissait que nous sommes plus que ce que nous pensons, nous pouvons, au-delà de la raison, nous ouvrir à de l'autre, ce qui vient des sens et qui ouvre le sens. C'est dire que la beauté est plus forte que nous. Avec elle, c'est toute notre humanité qui est convoquée, notre âme, dirait François Chin, notre nature d'homme réconcilié, dirait pour sa part Charles Pépin. La beauté est une promesse, une invitation, le beau est la splendeur du vrai. Je termine avec ceci. Le poème est une façon de se tenir dans le monde. Si la résonance est la méthode générale du monde, avouons tout de même qu'il y en a qui disqualifient cette méthode en jetant à la face de certaines personnes ou de certains groupes des mots qui peuvent être assassins. C'est ce qu'on fait parfois avec des femmes, des homosexuels, des étrangers, des gens avec lesquels on ne partage pas les idées. C'est ce qu'on fait avec eux, ce que l'on veut. C'est ce qu'on fait avec eux, avec ceux que l'on veut humilier. Les nazis, par exemple, on le sait bien, en traitant les Juifs de rats, de cafards ou de vermine, les privaient en fait de leur humanité. Et les privaient bien entendu de toute dignité. Mais l'humanité s'en l'est dit en usant de ce type de langage. Le poète, au contraire, recharge le langage. Il accompagne et accueille cette part dans l'être humain qui cherche des mots pour l'indignation, la colère, la mélancolie, la vision, l'amour, la tendresse, le dépassement. C'est ce qu'a fait Victor Hugo avec le mot écriture, en voyant, et dans le geste et dans le mot qui le désigne, un projet si immense qu'il ne peut le perdre de vue. Le cri et le rythme, ces deux obsessions grâce auxquelles se font de véritables poésies. Le poète nous offre un lieu où nous avons envie de tenir et de nous tenir au travers de cette brutalité obscurantiste qui nous accable de plus en plus. Comme le dit la chanson d'Alex Nevsky qui reprenait Georges Dard, l'homme est le plus beau le monument quand il se tient debout. Le poème, quand il apparaît sur la page dans toute sa verticalité, nous invite d'ailleurs à nous sentir encore plus humains en nous élevant et en nous élevant avec tous ceux et toutes celles qui le font avec nous parce qu'ils s'émerveillent, s'inquiètent et cherchent à comprendre. Je terminerai avec ce que Joël de Rosnay avait dit de sa démarche en pensant aux bouddhistes. Et il y avait quelque chose qu'il avait retenu de l'enseignement bouddhiste qui me paraît être une excellente définition du poète qui ne prétend pas la vérité, qui ne prétend pas avoir la solution pour une vie réussie, pour une vie libre, etc. Il avait dit, dans son enseignement bouddhiste, ce qu'il avait dit, c'est tout à fait prodigieux, il dit « Ce n'est pas l'affirmation d'une vérité, mais l'expression de ce que nous sommes et vivons. C'est une science de l'expérience dont la pratique et l'intelligence sont libératrices. Et libératrices non seulement pour soi, mais aussi pour les autres, quand l'expérience est communiquée, partagée et qu'accompagne en fait les autres. » Donc voilà. Alors, comme j'ai l'habitude d'enseignement, évidemment, même si ça fait quelques années que je n'ai pas enseigné. Il est pas ouvert. Je peux quand même, oui, là j'ai moins l'habitude des micros. Alors, je peux prendre des questions. Alors, évidemment, ça me fait plaisir de répondre. J'espère que je suis allé un peu vite, j'ai dit beaucoup de choses, j'avais beaucoup d'autres choses à dire, mais enfin, je suis retenu. Alors, il y a des questions? Oui. Mon champ de vision n'est pas excellent, alors Oui, une question. À quelle mesure le poète s'inspire-t-il de l'abstrait? J'ai compris. À quelle mesure le poète s'inspire-t-il de l'abstrait pour écrire? C'est l'abstraction. Oui, de quelle manière? C'est quoi le verbe? À quelle mesure? Comment s'inspire-t-il de l'abstrait? Se tire-t-il de l'abstrait? S'inspire-t-il de l'abstrait? OK.
s'entend, OK. Excusez-moi. on va voir. S'inspire-t-il de l'abstrait? Ben, d'abord, je pense que comme nous tous, comme tout humain, il a, et là je reprends Victor Lévy-Beaulieu, il y a un projet si vaste, il y a une vision si vaste de ce qu'il croit être l'humanité, être le monde, et dans le fond, il est continuellement confronté dans sa vision avec le réel, évidemment, qui l'entoure, avec les événements qui lui arrivent, avec tout ce qui lui fait obstacle. Alors, évidemment, l'abstraction est là, mais on remarque quand même, ça a déjà été, le poète a déjà été beaucoup plus dans l'abstraction. Il y a eu des époques où on était beaucoup plus dans l'abstraction. On travaillait au niveau des idées et on était dans la métaphysique, on était dans les choses et c'était très subtil. Alors, mais là, on remarque que depuis quelques années, c'est pour ça que je disais que pour le poète d'aujourd'hui, le monde existe, c'est qu'on s'aperçoit que les objets sont là, que la réalité du monde est là, et la réalité, ça peut être la réalité la plus banale. Louise Dupré, par exemple, dernièrement, a parlé à partir de la mort de son chat, qu'elle est obligée de faire euthanasier. On pourrait dire que ce n'est pas très abstrait, ça. C'est même très banal et ordinaire. Mais là, elle est partie de cette réalité-là, apparemment banale, mais en tout cas très concrète, très quotidienne, et elle en a fait une réflexion sur, évidemment, la culpabilité, sur le droit à la vie, sur toutes les violences qu'on se permet, et à ce moment-là, alors on pourrait dire que l'objet, à ce moment-là, l'objet, la forme du monde, donne des idées. Alors, je pense que c'est la même chose pour Victor Lévy-Beaulieu. Il y a peut-être quelque chose en avant, il y a peut-être quelque chose en arrière, mais il y a quelque chose devant qui est peut-être les vagues, qui est le fleuve, et ce fleuve-là, justement, nourrit et donne des idées. Et alors, un peu comme j'en ai parlé tantôt, l'océan, l'homme-océan, le fleuve, alors c'est une forme, mais pour Louise Dupré, ce chat qu'on fait euthanasier, c'est aussi une forme. Chez Élie Turcotte, par exemple, la forme, c'était une tête d'orignal qu'elle a vue à un moment donné dans une ruelle. Alors, c'est un peu étonnant. Ça aussi, c'est surprenant. Alors, on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait? Alors, voyez-vous, l'abstraction n'est pas forcément en avant. Il y a Barthes qui parlait du degré zéro de l'écriture. Il y a quelqu'un qui m'en a parlé tantôt, du degré zéro de l'écriture. Alors, l'idée pour le poète n'est pas avant, elle vient avec les mots, elle vient dans le mouvement même de l'écriture. Alors, l'idée est au bout. Alors, on ne sait pas. Alors, en d'autres mots, on ne sait pas, le poète, le bon poète, ne sait pas avant ce qu'il a à dire, il le sait quand il a écrit. Et c'est pour ça que Bellarmé, par exemple, parlait de donner l'initiative aux mots, et c'est exactement ça. Donc, c'est pourquoi il y a un dialogue entre l'abstrait et le concret, mais parce que ce qui est toujours au cœur, de toute façon, de l'expérience du poète, c'est l'expérience, justement, c'est le fait d'être humain, c'est le fait d'exister dans cette société avec les autres. Alors, on est beaucoup plus là-dedans avant que d'être dans des idées abstraites, disons. Donc, l'abstrait, c'est après. Oui. C'est-à-dire l'abstraction ne vient pas avant, ne vient pas surdéterminée. On ne travaille pas, en d'autres mots, avec des idées. Quand on est des poètes, en général, on ne travaille pas avec des idées, on travaille avec du langage, avec des mots, avec des éléments du monde. Et de là naissent des idées, des pensées, des émotions. Et c'est comme ça qu'on est surpris. C'est comme ça qu'on est dans la création aussi. Merci, mais moi, je reprenais à Jacques. Je me suis demandé quel était le sens de ta question, de quel abstrait tu parlais, puis quelle était ton intention en questionnant sur ce point qui a été évoqué régulièrement, surtout pour les poètes anciens, mais qui est pas, ça semble pas important aujourd'hui pour Gérald. De quel abstrait tu parles? Oui, la première fois. Belle question. Au niveau de l'abstrait, j'entends, mettons, des lois qui existent
au sens physique, métaphysique, si vous voulez, certaines, mais plus physique au niveau de l'univers. OK. Dans ce sens-là. Intellectuel. Pas au niveau légal, pas bien de ça, mais au niveau conceptuel, qu'est-ce qu'on peut penser? Mais je pense qu'il y a des intuitions. De toute façon, c'est un peu pour ça que... Ben, c'est ça mon travail de lecteur aussi. C'est ça que je pense que je vous ai peut-être montré un peu. C'est qu'il y a des coïncidences dans les recherches, dans les préoccupations du scientifique, du philosophe, du poète, du romancier, de l'humain finalement que nous sommes, de tout artiste aussi. Il y a des préoccupations qui, quelque part, se rencontrent. Et puisqu'on est avec les mots, ben à un moment donné, ben les mots sont un peu les mêmes, mais on est toujours pris avec les mêmes questions. Comment être un autre, comment être ailleurs, comment être mieux, qu'est-ce que c'est être ici. Alors on est un peu tout le temps là-dedans, et c'est pour ça que les livres de Joël de Rosnay ou des autres, de certains philosophes comme François Cheng ou dernièrement François Julien, ben, c'est des livres qui m'ont fasciné. Je trouve qu'il y a le poète ne fonctionne pas avec la science. Il y a des poètes qui ont été plus près de ça, qui le disent. Mais dans le fond, il y a comme des données qui viennent comme par hasard, qui sont de l'ordre de l'intuition. Et là, eh bien, quand on est lecteur, eh bien, on repère effectivement ces parentés-là. Et c'est dans ce sens-là. C'est ça que je trouve très intéressant. C'est-à-dire que Duras, j'aurais dit ça, là, vous savez ce que j'ai dit de Victor Lévy, je ne suis pas sûr qu'il penserait ça. Mais c'est pas grave s'il trouve que je force les choses. Je ne pense pas forcer les choses, mais je fais des liens entre toutes sortes de choses et c'est ce qui... Et je pense que c'est comme ça que ça fonctionne aussi pour l'humain, dans la pensée, dans les différentes consciences qu'on a, qu'on soit scientifique, poète, géographe ou biologiste, je ne sais pas quel genre de scientifique vous étiez, vous. Ingénieur. Aussi. Et mon Dieu, que c'est loin, en tout cas, de mon univers à moi. Oui. Moi, je pourrais faire un parallèle. Je crois que Le micro, s'il vous plaît. Je crois que je pourrais faire un parallèle avec l'artiste, le peintre. Au début, le peintre, il a une image dans la tête et puis il utilise la technique de couleur pour reproduire l'image qui est dans sa tête. C'est son inspiration. Actuellement, il y a beaucoup d'artistes qui utilisent la création spontanée. Par exemple, comme ils font des graffitis sur une toile, puis là, ils circulent, puis là, ils voient quelque chose se former, et puis ils construisent sur ce qu'ils voient, ce qu'ils ont déjà créé. Ça pourrait être un petit peu un parallèle comme la politique. Mais il y a une peintre qui pourrait donner une réponse. Mais ce que je pourrais dire, ça me fait penser beaucoup au poète aussi. Ça fait penser aussi à ce que je vous disais tantôt. Je te vois plus, je t'ai écouté. Excusez-moi, il faut que je sois dans la caméra. Alors, il faut que je sois dans la caméra. Alors, ça me fait penser aussi au poème ou à certaines expériences vous savez, devant la beauté. On peut être devant la mer puis de dire on est dans la mer, on est devant la mer et on n'est rien que bien. On est là, mais on peut vouloir faire plus et dire qu'est-ce qui fait que je suis bien, puis j'ai envie de décrire cette sensation-là. Là, le poème peut commencer si on est poète. Puis c'est la même chose aussi pour le peintre. Il y a des peintres ici, il y a des artistes, alors ils vont pouvoir répondre. Alors j'ai l'impression qu'ils ils font leur ligne, ils font leur couleur, il y a quelque chose qui vient plus ou moins spontanément, mais à un moment donné, il y a quelque chose quand même qui est... Mais alors ils peuvent s'arrêter là, vous savez, on n'est pas obligé de... le peintre n'est pas obligé de dire tout ce qu'il y a dedans. Il y a quelque chose qui est là, qui est formé, c'est sa façon de s'exprimer. Puis nous autres, quand on est regardeur, quand on est intellectuel comme moi, qui cherche à comprendre et à mettre des mots sur ces réalités-là, c'est sûr que je vais aller un peu plus loin. Mais le peintre, ce qu'il fait, il met son âme, on pourrait dire, dans ses lignes, et il peut s'arrêter là. Il n'y a pas nécessairement des concepts qui viennent après. Mais Marie, Monique, tu as peut-être quelque chose à dire, ou Normand, tu voulais parler? Ah, c'est oui. Se peut-il que le poète soit un être seul
et qui réussit à ne pas se sentir seul par son travail. Se peut-il que celui qui est seul et qui n'a pas à se débattre autant que le poète ordinaire, pour ne pas se sentir seul, ne soit jamais un poète? C'est mon expérience qui me dit ça. Mon expérience d'enfant. Mon expérience d'enfant, moi j'étais d'une famille de 17 enfants. Alors c'est bien difficile de se sentir seul quand tu es 17 enfants. Et pourtant, je jouais toujours seul. Et la famille se moquait de moi lorsque j'arrivais en retard pour les repas. « Ah, ben oui, vous avez mangé déjà, » etc. Tout le monde faisait ça en cœur. Et moi, je ne serai jamais poète parce que je me sentais pas seul. Et j'étais seul. J'aimais ça être seul. Je ne me sentais pas seul. Je n'ai pas eu à me débattre comme un poète. C'est sûr que quand on est poète, quand on écrit, comme quand on peint ou quand on danse, c'est qu'il y a besoin d'expression, il y a besoin d'une forme qui fait qu'on est plus que ce qu'on est. Vous savez ce que tout le monde n'est pas poète, mais tout le monde a dans mon esprit la fibre de poète, parce que si c'est vrai que l'homme est un être de résonance, que l'homme est un animal de résonance, comme disait l'autre, eh bien, nous avons tous quelque chose qui est de l'ordre de la poésie possible. Mais tout le monde ne devient pas poète. Ça, c'est sûr. Et la solitude, mais la solitude, elle peut être pesante parce qu'elle peut être imposée, elle peut être au contraire une chance. Moi, je suis plus ou moins seul et je trouve que c'est une merveille. Il n'y a pas de problème là-dedans. Mais de l'autre côté, ce qui arrive, c'est que le poète, oui, il est peut-être seul, mais comme on est seul, nous autres aussi, mais je pense qu'il y a une insatisfaction profonde chez le poète, mais chez tout être humain, quand à un moment donné, il prend un livre, il écoute une musique, c'est parce qu'il a envie d'autre chose que le quotidien. Vous savez, on peut se contenter de son quotidien et dire c'est ça, c'est rien que ça, on se couche, on se lève, on fait sa vaisselle, on prend sa douche, etc., le quotidien. Mais à un moment donné, si on se met à lire un livre, ben c'est parce que c'est pour ça que tantôt je parlais d'une page. Ça peut être une page qui nous retient, ça peut être une scène dans une pièce de théâtre, dans un roman, ça peut être un tableau tout à coup qui nous parle plus que les autres. Alors, je pense qu'on a tous besoin de cette beauté-là. Pour moi, c'est tout le temps de la beauté. On a tout le temps besoin de cette forme qui est un résumé, qui est une synthèse de l'imagination, d'un rêve, d'une blessure, d'un projet, etc. C'est une synthèse. Et à un moment donné, bien, ça, c'est plus en disant... À un moment donné, je pense que là où on n'en peut plus, c'est d'être limité. Et ben, c'est pour ça qu'on va vers le poème, c'est pour ça qu'on va vers le livre, c'est pour ça qu'on va vers... Et à un moment donné, on n'en peut plus. Je pense qu'on n'en peut plus à un moment donné. Je pense que c'est pour ça que la lecture est si belle. C'est pour ça que la lecture du poème, le compagnonnage des arts, de la beauté, en d'autres mots, c'est ça qui fait qu'à un moment donné, ben, je vous donne mes valeurs, c'est parce que pour moi, les choses ne peuvent pas être petites, ne peuvent pas être ordinaires, ne peuvent pas être autrement que hautes, immenses, et c'est pour ça que je me reconnais chez Victor Hugo, parce que c'est un homme de la démesure, mais je pense que l'être humain ne peut pas se contenter. Puis à un moment donné, cette solitude-là dont tu parles, ben, ce non-sens-là qu'il peut sentir, ben, elle est insupportable et c'est ça qui fait qu'on s'en va vers un livre, vers un poème, qu'on se met à écrire ou à faire un tableau. Normand, tu avais levé. Oh, il y avait monsieur. Il y avait aussi monsieur Naël. Bon, comme scientifique, formation physicien, etc., on peut penser que je suis loin du monde que vous fréquentez, mais j'ai toujours été attiré. Et une question que je me pose, vous parliez de démesure, c'est dans quelle mesure, justement, il existe des poètes qui s'élancent en dehors de notre monde
terrestre, matériel, vers l'infini de l'espace et les profondeurs infinies des particules élémentaires. Parce que là, il y a de la poésie à trouver, à mon avis, considérant par exemple qu'il est fort possible que l'univers actuellement, d'après nos connaissances, soit infini. Infini dans le temps et dans l'espace, ce qui signifierait qu'il n'y a pas eu de création. L'univers a toujours existé, existera toujours. Et aussi loin qu'on puisse penser aller, on ne trouvera jamais de fin. Est-ce qu'il existe des poètes qui se sont acheminés sur ce terrain-là? Oui, il y a des poètes, parce que ça touche forcément un peu à la spiritualité, au sens évidemment, au sens qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il est ce monde-là, est-ce qu'il est plus grand, qu'est-ce qu'il y a dans ce plus grand-là, et on tend vers l'infini, on tend à s'élever. Alors c'est dans ce sens-là que, dans mon esprit, alors il y a des gens comme Hélène Dorion, il y a Jean-Marc Lefebvre, il y a des gens comme ça, ils sont rares aujourd'hui, parce que là, on est beaucoup préoccupé par, on pourrait dire, le concret immédiat, par la violence immédiate, et ces expériences-là vers l'infini sont plus rares. Mais il y a des poètes qui, justement, bon, ils sont fascinés par les pierres, par les éléments naturels, où, dans le fond, il y a une solitude, justement, dans le paysage est déserté, parce que là, il y a une communication avec, justement, cette immensité-là, cet infini. Et c'est possible. Mais je dis qu'il y a quand même, le poète d'aujourd'hui, ce que je peux recevoir, ce que je peux voir, en pensant à la phrase de René Char, qui n'est quand même pas une phrase des derniers temps, là, mais ça date quand même des années 70, c'est que les réels en nous, le goût des réels en nous est toujours là. Le goût d'infini est toujours là. Et ce qui m'a frappé, j'en ai pas parlé tantôt, mais dans le fond, ce que j'aurais envie de dire à partir de ça, c'est que malgré cette époque dévastée, il n'y a pas rien que le visage de Marguerite qui est dévasté, c'est aussi l'époque qui est un peu dévastée, jusqu'à un certain point dévastée dans toutes ses possibilités d'espoir, mais il y a justement cet irréel-là, il y a cet infini-là qu'on ne perd pas de vue, et j'aime beaucoup l'idée de Victor Hugo-Beaulieu quand il dit avoir un projet si vaste qu'il est impossible de le perdre de vue. Il y en a qui, malgré tout, le gardent, ce projet-là. Et je pense que, et c'est ça, à travers, bon, la plupart des poètes, justement, je le disais, ils sont très préoccupés par l'objet, et ils sont sollicités par le monde très concret, mais c'est un peu comme, vous savez, dans les paysages, on voit des fois des paysages où c'est complètement dévasté. La nature, vous savez, les branches sont toutes mortes, les arbres sont défaits, il y a quasiment, on dit, il n'y a pas de vie là, tout est mort. Vous savez, c'est mort, c'est une vieille cabane, des arbres sont morts, tout à coup, malgré tout, à travers tout ça, il y a un arbre qui va, il y a une fleur, il y a des fleurs. Quand je suis allé sur l'Etna, j'étais frappé de voir ça, c'était très sec, très chaud, et il y avait quand même des petites fleurs qui, malgré tout, dans un habitat en principe hostile, mais qui réussissaient quand même à percer. Alors, je pense que le goût de l'infini en nous n'est pas perdu, mais il y en a qui travaillent plus que d'autres, mais parce que je pense que le poète d'aujourd'hui est inconsolable de toute façon. Oui, je pourrais ajouter qu'il y a une perspective fascinante dans l'idée que l'univers sera infini, c'est que notre humanité se répète à l'infini, partout ailleurs. Oui. Oui. Alors, puis il y a cette idée aussi que l'infini est déjà dans l'humain, que l'humain est porteur d'infini, que l'infini est aussi en lui, même si on sait qu'on est mortel. Oui, il y avait Normand. Imaginez un troisième scientifique, un ingénieur en plus. Moi, j'ai été un peu touché par la question sur l'abstraction. Parce que, pour moi, l'abstraction, c'est pas quelque chose qui est un point de départ. C'est plus une extraction d'un pattern
dans un système dit chaotique. L'univers est chaotique. Je n'entrerai pas dans la théorie du chaos. Mais moi, je voudrais faire le lien avec ce que tu as dit, Gérald, qui est très intéressant. C'est pour moi, quand on arrive à une abstraction, par observation, par résonance avec ce qu'on vit, avec le vivant, on arrive à l'hypothèse. Si je t'ai bien compris, le poème, c'est de la réalisation ou le vécu d'une hypothèse. Je vis l'hypothèse, je la fais résonner dans ce que je suis le plus connu. L'hypothèse, elle arrive après. Oui, mais moi je dis que l'hypothèse peut arriver avant. OK, maintenant, je ne suis pas poète, mais je crois que, malheureusement, je ne crois pas qu'il y ait de avant et après. Parce que l'inspiration n'est pas dans le temps. On va revenir un peu sur le thème de l'infini. L'inspiration n'a rien à voir avec le temps, selon. Pas juste moi, mais beaucoup d'études que j'ai faites. Donc, en fait, pour moi, l'abstraction, je crois qu'il peut l'ouvrir définitivement, mais ça, je suis un peu d'accord parce que ce que j'ai remarqué dans toute la cinquantaine d'années que j'ai travaillé en ingénierie, on ne peut concevoir que ce qu'on a vu au moins une fois, soit complètement ou partiellement, mais on peut faire des hypothèses en connectant ce fameux lien secret qui parle un peu ça. Ça, pour moi, c'est extrêmement nourritif en termes de poésie, ingénierie, science. Beaucoup de sciences en faisant ces connexions. C'est tout ce que je voulais dire, donc je remercie cette question-là parce qu'elle m'a un peu talonné. Et j'aime ça parce que, vous savez, vous occupez des univers qui sont tout à fait différents des miens, apparemment, dans vos domaines. Et là, de voir que vos questions sont un peu les mêmes que les miennes, mais sauf, vous n'avez pas les mêmes mots, mais on se touche parce qu'on parle d'infini, on parle d'absolu, on parle d'inconnu. Alors, quelque part, il y a quelque... Et on parle d'abstraction, bien entendu. Alors, quelque part, il y a... C'est pour ça qu'on est dans une recherche commune. C'est pour ça qu'on est des compagnons chercheurs, bien sûr. Oui? Ce qui m'a frappé, ce que j'ai aimé, c'est quand vous avez dit... Le micro, s'il vous plaît. Oui, il faudrait parler le micro. Ce que j'ai aimé, c'est quand vous avez dit la beauté et la splendeur de la vérité. Alors, quand vous écrivez un poème, automatiquement, vous touchez la beauté. Et Même si alors, on parle de laideur. bon, alors, ça va vous arriver d'approcher beaucoup l'infini, au fond, et d'en être rempli dans un certain sens. Oui, j'en suis rempli. Et quand j'ai préparé, je peux dire ça, et quand j'ai préparé cette conférence-là, vous avez vu tout ce qui s'étoilait. Dans le fond, il y avait des ramifications partout, et c'était aussi ça, l'infini. C'est aussi ça, des ramifications qui n'arrêtent pas justement d'arriver, et des connexions comme ça. Pour moi, ça, c'est de l'ordre de l'infini, et c'est de l'ordre, évidemment, pour moi, de la plénitude. Mais c'est vertigineux aussi, mais c'est fascinant. Moi, c'est ça mon infini. Mon infini, il n'est pas dans une autre vie, il est ici, et c'est comme ça. Oui. 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 Ah, c'est bon. Puis, vous parliez de la splendeur du vrai, je ne l'ai pas dit tantôt, mais vous savez, le poème, le poème, mais dans des livres aussi, c'est toujours ça. On arrive à un moment donné à des phrases où on dit, on fait des affirmations. Le poète vient qu'à faire une affirmation sur ce qu'est la vie, sur ce qu'est l'amour, sur ce qu'est le chagrin, sur ce qu'est un homme, sur ce qu'est une femme. Alors, on vient il y a toujours une phrase à un moment donné où on dirait que, un peu comme tantôt quand je vous disais, le poème c'est le développement d'une exclamation. Alors, on dirait qu'à un moment donné, on arrive, on cherche, et à un moment donné, on arrive à une définition où on fait une affirmation. Et là, on est dans une vérité. C'est pas une vérité. Ouais, ben là, j'ose pas utiliser ce mot-là, mais on est on arrive à quelque chose, à une pensée, elle est étonnante, mais elle est là, puis elle définit quelque chose, et on aurait dit que tout préparait ça, mais là, c'est ça, on allait avant, d'hypothèse en hypothèse, d'essai en essai, et là, on est arrivé à une affirmation. C'est pour ça qu'il y a des phrases de sagesse, il y a des phrases de sagesse, et dans le poème, et dans des romans, et dans les essais, et un peu partout. Mais c'est ça qui fait, c'est pour ça tantôt quand
Vous savez, je parlais du poème, bien entendu, c'est pour ça que j'ai dit à un moment donné la page d'un roman, la page, un tableau. Alors, mais je pense qu'on a besoin de ces moments-là qui peuvent être un résumé, effectivement, de sagesse, d'une idée sur le monde. Oui, vous aviez... oui, Alexandre. Oui, c'est plutôt pour répondre à Saint-Valentin, peut-être tu peux embarquer aussi sur mon commentaire. Oui, je voulais te répondre parce que c'est un sujet qui me touche depuis des années. Tu parlais du poète seul, donc comme si le poète devait être solitaire et peut-être même triste pour pouvoir écrire des poèmes. Moi, je viens du Chili et donc le Chili a un prix Nobel qui s'appelle Pablo Neruda. Et Pablo Neruda est certainement celui qui, depuis sa jeunesse, ne se sentait nullement seul. Au contraire, un amour immense de ses semblables, il sentait sa communauté et non plus triste. Bien qu'il ait vécu des peines d'amour, bien qu'il ait vécu des blessures sociales, mais donc Neruda est le digne représentant de beaucoup de poètes qu'on oublie parce qu'on a cette tendance à préférer ou à aimer le poète triste et seul. Parce que je pense que nous avons beaucoup de cœur, nous les lecteurs, mais aussi peut-être parce que nous aimons la tragédie. Mais nous oublions les poètes qui écrivent le poème à partir d'une surabondance d'amour, de sentiments, et qui vivent quand même une saine solitude. Alors voilà, Dans la solitude, c'est sûr qu'il y a une concentration. Vous savez, on se ramasse, on ne peut pas... Vous savez, c'est sûr qu'on peut écrire sur le coin d'une table, puis être énervé, puis... je le sais, je l'ai déjà fait. Quand j'étais à Rome, ça m'est arrivé avec un verre de vin, peut-être un deuxième. Ça allait bien pour... j'étais dans la beauté, j'étais dans l'aisance, dans une liberté, parce que je ne travaillais pas à ce moment-là. C'était magnifique. Mais en principe, quand même, écrire, c'est écrire, puis lire, c'est aussi ça. C'est de s'échapper du monde, c'est s'éloigner du monde pour se recréer un monde avec celui qu'on lit, avec celui qui nous accompagne, avec le livre, la page, etc., etc. Alors, c'est de cette manière-là qu'on est en communion, c'est de cette manière-là qu'on s'élève, qu'on est des compagnons en élévation. Et l'esprit, on est des compagnons d'élévation. Et c'est ça ma transcendance. J'aime les choses concrètes, mais j'aime qu'on dépasse. Une autre question? Oui, c'est Marie-Marc, oui. Madame aussi. Oui. La question que je me posais, c'est que pourquoi tu as choisi deux romanciers pour expliquer aussi lentement la poésie? Est-ce que la poésie ne peut pas s'expliquer par elle-même? J'ai compris l'analogie entre le romancier et le poète. J'ai compris que Victor Beaulieu et Marguerite Duras pensaient en poète. Mais j'ai trouvé que tu avais mis beaucoup d'emphase sur leur poésie et moins peut-être sur la poésie d'un poète, parce qu'il me semble que ce n'est pas la même chose tout à fait dans la forme en tout cas. Oui. Je vais être obligé de me confesser. Ah! Je suis contente. C'est que si ça serait évident de retourner vers les poètes et de penser avec les poètes et de penser, il y a des poètes, je travaille continuellement, je suis en train de travailler avec les poètes, je suis en train d'écrire sur les poètes actuellement, à part ça. Alors c'est sûr que je pourrais de l'intérieur. Et ma confession, c'est que j'aime profondément le roman. Mais j'aime les romans qui sont à caractère poétique et qui sont dans ce type
d'écriture et de langage et de questionnement. Et je me rends compte, parce que, bon, je disais que je faisais l'aveu, je vais vous dire ça. Quand je suis arrivé au cégep, on me demandait, bon, est-ce que vous pouvez enseigner tout? Moi, je dis, je peux enseigner tout, sauf la poésie. Parce que je n'aimais pas ça, parce que je ne comprenais pas ça. Mais je me suis rendu compte que j'aimais la poésie malgré moi, et que je la saisissais, que je la lisais, et que dans le fond, je lisais les poètes, je lisais les romanciers en poète. Ce qui m'intéressait dans la poésie, c'était la dimension poétique. Et ça a toujours été comme ça. Et ce que j'aime dans la vie, c'est la dimension poétique aussi, un peu et ce que j'aime rencontrer chez les scientifiques qui écrivent des réflexions, c'est aussi ça. Alors, dans ce sens-là, j'ai aimé être sur un... Bon, c'est pas... Bon, dans le fond, ça me ressemble aussi, être sur le terrain de deux auteurs que je n'arrête pas de lire, de reprendre et qui me fascinent depuis longtemps. Je lis beaucoup, 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 mais ces deux-là, on dirait que Victor Lévy-Beaulieu, il arrive toujours quelque part. Marguerite Duras, je ne la lâche pas. Il y a quelqu'un qui dit qu'il faudrait en arrêter avec Duras, il faudrait peut-être arrêter avec Victor Lévy-Beaulieu, d'autant plus qu'il n'est pas toujours commode, mais ça ne fait rien. Écoutez, je trouve que L'Héritage, c'est un livre magnifique et c'est une pensée, c'est une écriture absolument prodigieuse et je ne me lasse pas de trouver. Alors, c'est dans ce sens-là que je redécouvre tout le temps. Et il me semble que la lecture que nous permettent les romanciers, c'est une lecture qui va dans le sens de l'infini. C'est-à-dire, et c'est vertigineux. Quand j'ai voulu faire ma thèse, j'ai pensé faire ça sur Victor Lévy-Beaulieu. Mais là, il m'énervait parce que là, j'avais peur, je ne pouvais pas, il y en avait trop. Il y en avait trop. C'était trop. On peut réduire à un moment donné l'espace, un paragraphe, un chapitre, quelque chose comme ça. Mais ta question, elle est belle parce que c'est vrai que mais j'aime ça, cette idée-là, de dire que le scientifique, c'est une réflexion, c'est un constat. Joël de Rosny, j'ai trouvé plus poète qu'il pensait. Luc Bureau, dont je parlais tantôt, il est plus poète, même s'il critique les poètes, il est très dur avec les poètes dans son livre La Terre et moi. Hubert, c'est la même chose aussi. J'aime ça, sortir du territoire habituel et quand même regarder le monde avec... alors, c'est ça, je trouve ça intéressant de penser tout à coup que je pouvais penser comme un poète. Bon, ça a l'air pas surprenant, mais de l'autre côté, que je pense toujours comme un poète, même quand je lis des essais, même quand je lis n'importe qui. Et bon, alors il y a quelque chose là. Mais j'aime ça, l'idée de surprendre les gens, comme quand j'avais écrit un livre qui s'appelait « Les passions mélancoliques », puis j'avais écrit comme sous-titre « La poésie de notre inconscient ». Bien là, de dire on est poète sans le savoir, et on fonctionne et on pense en poète sans le savoir. Alors, la poésie, en principe, elle n'est pas avec nous, elle est inaccessible, mais de l'autre côté, il y a des mécanismes dans la poésie, une façon de fonctionner qui fait qu'on est des poètes sans le savoir. On ne devient pas tous poètes, mais on est poète et notre manière de faire, il y a une manière de faire que fait le poème, qui est une manière de faire que fait notre conscience, que fait notre mémoire, que l'on fait quand on lit. Et moi, j'aime ça faire des liens entre... Bon, évidemment, moi, toujours choisi quand j'étais à l'université, on disait « restez là », mais je ne restais pas là parce que j'avais envie d'aller là. La psychanalyse, la mythologie, l'histoire des civilisations, l'histoire, bon, ils disaient « vous allez partout ». Ben oui. C'est intéressant de la connexion. Il y avait une autre main levée. Oui, madame. Il y a une théorie qui compare l'œuvre poétique à un aimant, magnet en anglais, qui opère de sorte que tous les lecteurs alignent leurs idées pour comprendre le poème et ils sont tous alignés et en ordre, n'est-ce pas, orientés vers
vers le poème, donc, qui opère comme un aimant. On raisonne tout ensemble. Je ne suis pas certain de bien comprendre. On est orienté vers le poème, mais je pense que le poème nous oriente aussi. Le poème nous oriente parce que le poème, dans le fond, il y a une montée. Vous savez, un peu comme dans une chanson, il y a une chute à un moment donné, on a l'impression qu'on s'en va quelque part, qu'on nous amène quelque part, un poème nous amène vers un autre poème, nous amène vers un autre poème, et il y a un monde, il y a une atmosphère qui se crée, et à ce moment-là, on est attiré, on est conduit quelque part. Et là, à un moment donné, on arrive justement à ces affirmations qui sont des phrases de sagesse. Comme le métal, des morceaux de métal qui s'orientent vers le magnet. Ah oui, ok. Et c'est ça le plus surprenant, c'est le Festival de la poésie. Alors là, quelque part, en principe, les gens ne s'intéressent pas à la poésie, mais quelque part, ils viennent. Alors, il y a un moment donné, on a besoin de la poésie. Oui, on est attiré par ça. Oui. Bon. Oui. Alors, j'ai le goût de réagir en répondant à mon cri du cœur en tant qu'artiste peintre à l'intervention de monsieur. Ma réaction concerne le fait que j'ai senti que l'artiste peintre fonctionnait un peu à l'inverse du poète, c'est-à-dire qu'il a d'abord une idée qu'il rend formelle par une œuvre visuelle. Et à mon avis, moi je ne partage pas cette opinion-là. Je pense que et le poète et le peintre, pour prendre juste ces deux disciplines, fonctionnent sur à partir du même dénominateur commun, c'est-à-dire la créativité. Alors, autant l'artiste en art visuel que le poète, l'idée préconçue n'existe pas. Il y a une émotion qui vive, c'est clair. Et c'est clair aussi qu'il y a un outillage qui est à notre disposition. Mais ce n'est pas créer d'avance un produit. C'est vraiment se lancer dans l'aventure, c'est se lancer, c'est se jeter en bas du précipice pour aller à la rencontre de cette matérialisation de l'émotion. Maintenant, ça pourrait peut-être faire l'objet d'un autre débat un autre soir, dans le sens que, moi c'est mon opinion, tout le monde ne partage pas cette opinion. Je pense qu'il y a des artistes qui sont d'une très grande habileté technique. Mais à mon avis, il y a une différence au niveau du processus. Et je pense que c'est important d'apporter cette nuance-là. Elle n'est jamais tout à fait claire dans l'univers des artistes en art visuel. Et ça serait peut-être intéressant d'avoir un débat. En tout cas, ça me fait du bien. Libre jeu, le jeu libre et harmonieux des formes. Alors, encore une fois, moi, mon expérience avec les artistes visuels, et avec les poètes aussi, il y en a beaucoup qui, vous savez, qui ne réfléchissent pas sur les œuvres autant que je le fais, autant que j'aime moi le faire. Puis c'est correct, le poème, il peut exister tout seul sans qu'on dise plus que ce qui est là. Oui, c'est une possibilité. Comme le tableau, on peut se contenter de le regarder et de dire c'est beau. Mais il y a une autre attitude qu'on peut développer, et là, moi, j'ai beaucoup de plaisir à lire. À lire, ça veut dire interpréter, à faire des connexions, à voir comment l'humain se dit, se rêve, se contredit, se cherche et rejoint les autres. Alors, c'est comme si j'avais une valeur, mais mon plaisir, c'est la lecture. Mais la lecture qui est l'interprétation, qui est à la rencontre de ce qui m'étonne. Ouais. Alors, mais c'est vrai, quand tu parles de gratuité, je pense que tu as le mot important. Tu sais, on est tout à coup, c'est la même chose. Quand on dit on est tout seul, à un moment donné, on est avec des amis sur une terrasse, dans une autre ville, et on n'est rien de bien. Ça suffit. C'est un peu comme le tableau, il a sa forme, il est apparu comme ça. Bon, on n'est pas obligé de... Il peut se donner dans cette évidence-là de bien-être, dans cette évidence-là de la forme,
Mais on peut faire une démarche supplémentaire et là, de dire, ben là, bon, je fais des liens avec l'histoire, avec ceci, avec cela. Bon, c'est les plaisirs de lecture. Alors, Victor Lévy-Beaulieu va dire toute lecture est désir, rêverie du désir et dans son mieux, transgression du désir. J'adore ça. Oui. Une dernière question pour moi. Oui. Quelle est la définition que le poète donne de l'infini? Le poète n'a pas plus de définition que vous autres, que tout le monde. C'est-à-dire l'infini, c'est ce qui est l'incommensurable, c'est ce qui n'a pas de limite. C'est ce qui n'a pas de limite. Baudelaire, en son temps, dans ses poèmes, c'est un peu ce qui est au-delà des mers, au-delà des frontières, au-delà des océans, au-delà des montagnes, au-delà du ciel, au-delà des nuages. Alors, c'est comment dire en italien, al di là, toujours au-delà. Alors, au-delà, il y a quelque chose qu'on ne connaît pas, qui n'a pas nécessairement de forme, on ne les connaît pas, mais c'est là. Alors c'est l'al-di-là, c'est ce qu'il y a au-delà de tout, et qui n'a pas de forme, et qui n'est pas fini, qui n'est surtout pas délimité. Alors ça, c'est sûr que les poètes, en tout cas moi, depuis que je les suis, depuis que je les lis, c'est revenu continuellement, tout ce qui est défini, tout ce qui est enfermé dans une définition, dans une case, alors dans ce sens-là, l'infini, on pourrait dire, il est en acte dans la mesure où on refuse le fini, on refuse la définition. Pascal, Clément. Oui, Clément. Dernière. Pascal disait l'homme est quelque chose de fini entre un infiniment petit et un infiniment grand. Ce ne sont pas les termes exacts, c'est beaucoup plus beau ce qu'il a écrit. C'est un paradoxe de définir l'infini, parce que infini, ça veut dire qu'il n'est pas défini. Oui, ça c'est défini, ça veut dire fini. Qui n'est pas fini. Moi, je veux faire une critique du concept d'expression personnelle de l'artiste, en peinture et autrement, en poésie. Je pense que le poète ou l'artiste s'exprime, mais ce qu'il exprime, c'est ce qui est plus grand que lui, en lui, et qu'il ne connaît pas. Et c'est pas une réaction, une émotion, c'est pas une impression sur ce qui se passe, une réaction affective, sentimentale. C'est au-delà du personnel, c'est supra-personnel, c'est plus de l'ordre du soi, dans la philosophie hindoue, c'est plus de l'ordre de l'homme caché, l'homme intérieur, l'homme invisible dans l'être humain. Et ça peut aider à le découvrir. Et ça va être plus dans le poème que dans l'idée du poème. Ça va être plus dans le tableau. D'ailleurs, dans le tableau, là, je ne suis pas d'accord avec toi, là, il n'y a pas d'attitude suffisante en disant « c'est beau, c'est tout ». Mais non, c'est une porte sur la réalité. Et on ne peut pas... quelqu'un qui dit « bon, j'aime ça, j'aime pas ça, c'est beau », ben, je n'ai rien. C'est comme aussi son contraire, qui essaie d'interpréter le tableau. Le tableau, ça parle. Il le dit ce qu'il a à dire. On n'a pas d'affaire à commenter et à interpréter. C'est du bavardage. Et puis, l'artiste n'a pas à écrire un livre sur son tableau. Il fait un tableau. On n'a rien à dire. On n'a pas tant de théorie que ça à dire. Le tableau, c'est un message. En même temps, on n'est pas... si pas d'aimer ça ou pas aimer ça, de trouver ça beau, harmonieux, n'importe quoi, si tu dis qu'il y a un message, c'est que tu supposes que ça parle. Oui, oui. Alors, si ça parle, bien, il faut utiliser des mots pour dire ce que ça dit. Et c'est dans ce sens-là que là, on va plus loin que tout simplement le jeu des formes qui sont là. Et, oui, on va... Donc, ça parle, mais je n'ai pas tant de choses à dire là-dessus. Je l'ai à l'écouter et à comprendre. Si on était capable de tout dire avec des textes, on n'aurait pas besoin de peinture. Or, au début de l'humanité, il y a des formes, des dessins, des gravures, des lignes, sûrement bien avant le logos ou avant le discours. Et le petit enfant, qui est un artiste, c'est un poète, il commence par des lignes
bien avant d'être capable de dire ce qu'il fait. Et pour lui, ce qui est le plus réel, s'il fait un rond, un soleil ou un visage, comment on pourrait dire, schématisé, c'est cela qui est le visage. C'est la réalité qui a montré, plus qu'un visage à l'extérieur ou le visage qu'on voit dans le miroir. Okay? Ben, c'est un peu dans ce sens-là, il y a quelque chose qui est réel, on n'a qu'à le regarder, mais il y a un message là-dedans. C'est ça la réalité que le dessin d'enfant dit. Puis il y a des médecins qui ont écrit là-dessus, sur les caractères artistiques, picturales des petits, avec des études scientifiques et tout ça. Il y a quelque chose de réel devant nous qui est plus réel que ce qui est à côté du tableau. Et du dessin d'enfant, je ne fais pas de différence. C'est ça, dans le tableau, c'est découvrir le monde. C'est pas le. Moi, ouais, je reprends ce que tu dis, hein. Il y a un message, donc on va le dire avec des mots. Ben non, on n'a pas besoin de mots puisque c'est un tableau. C'est pas un poème. Un poème, c'est des mots. On est des êtres de langage, alors dans la mesure où on ne peut pas parler de quelque chose si on n'a pas les mots. Si on n'a pas les mots, ça n'existe pas. Il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas de... À mon avis, c'est ça notre... Mais on peut être dans la contemplation, on peut faire rien que regarder, on peut être dans le silence, émerveillant, mais si on comprend, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on s'est dit. Il y a quelque chose qu'on s'est dit et qu'on s'est raconté. Est-ce que ça serait... Oui, c'est une autre question. Gérald? Oui. Je ne connais pas grand-chose à la poésie. J'en lis depuis que je suis jeune. Il y a des choses que je ne comprends pas non plus quand c'est écrit. Est-ce qu'il y a différents types de poètes, comme on pourrait catégoriser différents types de peintres ou de scientifiques? Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui a été fait là-dessus. Ah, ben, je suis un peu ignorante, excuse mon ignorance, mais... Je pourrais faire toute une conférence là-dessus parce que je suis continuellement dans l'histoire vivante de la littérature et dans l'histoire vivante de la poésie. Alors c'est sûr que je pourrais... Bon. Donc, mais il y a plusieurs types de poètes, il y a plusieurs esthétiques et ben oui, c'est sûr. Mais là, c'est un peu comme les peintres dont on parlait tout à l'heure. Il y en a qui vont plus fonctionner intuitivement, d'autres vont déjà avoir une image puis qui vont la peaufiner, etc. Est-ce que c'est ça aussi un peu le poète qui peut... Il y en a qui peuvent fonctionner comme tantôt Alexandro disait que il y en a qui ont besoin de vivre des émotions fortes, peut-être pour créer plus fort. Puis il y en a d'autres qui ont besoin juste peut-être de regarder leur environnement puis vont être inspirés. Fait que dans le fond, chaque poète est unique. Il n'y a pas de méthode unique. C'est ça. Puis le fait aussi, j'ai lu des poèmes qui étaient très longs, mais maintenant, j'ai découvert les poèmes plus courts. Fait que je sais pas, mais on voit qu'il y a comme une évolution dans le poème, comparé quand j'étais plus jeune. On apprenait la poésie à l'école, on nous disait qu'il fallait que ça rime, qu'il y ait des vers, puis, etc. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de règles. C'est les gens, puis ici à Trois-Rivières, c'est assez exceptionnel, il faut le dire. Sur beaucoup de maisons, il y a des petits morceaux de poèmes, il y a des extraits, mais il y a aussi juste des fois 2-3 mots qui veut dire peut-être plein de choses, tandis qu'un grand poème qu'on va lire et qu'on ne comprendra rien, il ne va peut-être pas dire quelque chose, mais pour quelqu'un d'autre, ça va le nourrir puis l'emporter. C'est comme pour le reste, il faut être exercé, on s'exerce. Puis c'est comme pour le reste, aussi comme on le dit depuis tantôt, on peut simplement le lire, puis trouver ça beau et s'arrêter là, dire qu'il y a quelque chose, mais pas chercher nécessairement ce qu'est ce quelque chose-là. Mais ce que je pourrais dire, une chose à partir de ce que tu viens de dire, Nancy, oui, c'est qu'on remarque quand même, chaque poète a sa singularité, sa posture, comme on dit, de façon un peu savante.
chaque poète a sa posture, mais on sent quand même, à une certaine époque, vous savez, dans des années, on dirait, il y a comme une tendance générale, il y a comme un courant, on vit à la même époque, on a affaire au même monde, on est bouleversé par un peu les mêmes choses, on est choqué par... Alors, à un moment donné, on dirait qu'il y a comme une stylistique d'époque, et quand on fait de l'histoire littéraire, ben, c'est ce qu'on remarque. Et c'est sûr qu'à notre époque, je m'intéresse, moi j'ai toujours aimé voir ce qui était en train de se faire, je prends des risques, mais c'est intéressant. Mais c'est sûr que, c'est ça, on est un peu étonné, on dit, ah, il y a tel livre avec tel autre livre, avec tel autre livre, il y a tel auteur avec tel autre auteur, il y a une parenté, il y a un mouvement, puis il y a des mouvements opposés, mais c'est ça, il y a des lignes. Il y a un style d'époque, ça arrive. Mais il y a toujours une singularité aussi. Bon, alors ça m'a fait plaisir de vous parler de la poésie. Merci.